Il y a une qui est partie sur le site. Quand elle a vu que le bureau était fermé, on dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Donc, elle a piqué une crise, elle a commencé à pleurer, elle s'est effondrée, elle nous a appelé qu'elle ne peut pas manger, elle va laisser ses enfants pour mourir, elle est veuve, elle est la seule à s'occuper de son ménage, le commerce ne marche pas, qui va payer ses médicaments? C'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que cette crise nous ramène dans notre précarité dans laquelle on était. Voilà, on retourne à zéro. On n'avait pas d'autre ressource que de faire un chômage technique sans solde pendant la période. Puisqu'il n'y a plus de relance et autres, le nombre de perdus est passé à 38. Il y a des patients qui viennent à l'hôpital, qui n'ont pas de médicaments, ils pleurent. Surtout les enfants innocents. Quand un patient n'est pas sous traitement, au plus des cas, dans 3 mois déjà, tu commences à sentir. Après les 3 mois, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Les morts. C'est d'abord une mesure, quand nous l'avons appris, qui nous a choqués. Nous avons édité un questionnaire pour évaluer l'impact, et l'impact est vraiment grand parce que ces activités sont suspendues, ces revenus qui permettaient à ces personnes vulnérables de se prendre en charge sont suspendus. Donc toutes les activités, tous les projets qui sont en cours sont arrêtés, autant pour les organisations de personnes VIH que pour les programmes de mise en œuvre sur le terrain. Donc le personnel a arrêté son travail. Nous avons le personnel qui est réduit. Nous avons en notre effectif plus de 73% de personnel contractuel et marge sur le budget lié à ce financement-là. Donc tout ce personnel-là est censé rester à la maison. Du coup, le service ne peut fonctionner qu'avec 27% du personnel. Bon, il y a l'impact sur l'organisation, c'est-à-dire le siège, on sera obligé de libérer le siège. Et deux, le personnel aussi. On sera obligé de libérer le personnel. Il y a des personnes avec lesquelles on travaille qui faisaient le trottoir. Et ces filles, grâce à ce travail qu'elles avaient eu, elles avaient pratiquement arrêté de faire le trottoir. Cela doit être pris comme un signal fort envoyé à nos États pour dire que la période de vache grasse commence à tendre vers sa fin et qu'il est nécessaire pour nous, en tant que pays, de prendre en main nos responsabilités, de prendre des engagements peut-être beaucoup plus forts sur un certain nombre de médicaments, peut-être, pourquoi pas, comme sur la tuberculose, que les premières lignes de traitement antirétroviraux en Côte d'Ivoire puissent être entièrement payées par l'État. Ce serait bien que les financements reprennent parce qu'on a été surpris. Il faut que les choses reviennent à la normale pour nous préparer. Parce que là aussi, il ne faut pas l'ignorer. Ça doit nous préparer à une indépendance. Et cette indépendance, elle est communautaire et cette indépendance est aussi de l'autorité. Les États-Unis ont une grande part de financement dans tout ce qui est aide au développement. Donc, aux activistes de nous aider, parce que pour le moment, c'est vrai, il y a des plans de durabilité, mais les États n'étaient pas prêts pour le moment là. Un homme qui n'est pas bien portant ne peut pas aider au développement de son pays. Les gouvernants de la Côte d'Ivoire, surtout, savent que la santé est importante. J'ai le ministre de la Santé et le président même, qui est le président du Conseil national du SIDA, ne va pas laisser les bénéficiaires, c'est-à-dire sa population, mourir.